de suite embrayer en invitant quelqu'un que vous connaissez bien. C'est un ami de la profession comptable et de l'audit. C'est un universitaire spécialisé en économie et en finance. Il est caractérisé par son obédience libérale. C'est ce qu'on peut lire en tout cas sur Internet. Peut-être me contredira-t-il lorsqu'il viendra à ce pupitre. Il a créé récemment une société qui s'appelle Asteres, qui est une société de conseil et d'études. Et c'est cette société qui sert de support à EcoExpert, qui réalise toutes les études d'EcoExpert qui vont nous être présentées. Je précise que vous le connaissez certainement pour l'avoir vu à plusieurs reprises dans des émissions de télévision, pour l'écouter assez régulièrement sur Radio Classique aujourd'hui, mais sur tous les autres médias qui veulent bien le solliciter. Il fait un passage éclairé aujourd'hui parce que figurez-vous qu'il a produit un ouvrage intitulé « L'innovation sauvera le monde » aux éditions Plomb, qui sort précisément aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Nicolas Bouzou. Vous avez les clés ou la clé USB pendant 30 minutes. Vous savez qu'on a établi une règle depuis ce matin. Dès lors qu'un intervenant dépasse le temps qui lui est prescrit, il entend un gong assez violent et qui le ramène à la réalité de Chronos, le maître du temps. Vous avez 30 minutes pour nous faire découvrir le EcoExpert version septembre 2016. Merci mille fois. Ça me paraît être une excellente règle et j'utiliserai peut-être même pas tout à fait ces 30 minutes. En tout cas, je vais utiliser une bonne vingtaine de minutes pour vous présenter ce travail. Et puis, peut-être 5 à 10 minutes pour vous faire passer des messages d'ordre un peu plus général, mais qui sont très liés à ce que je vais vous exposer, au fond, sur votre région. Alors, par avance, comme vous l'avez dit, je tiens à m'excuser, ou je vous prie de m'excuser pour ce passage, en effet, éclair, mais j'avais fait la promesse à Mohamed et à Christine de venir présenter moi-même cette année, ce qui n'avait pas été possible l'année dernière, de venir présenter moi-même ce baromètre. Et donc, je suis vraiment très content de le faire devant vous. Alors, ce baromètre a deux spécificités. La première spécificité, qui va vous paraître évidente, mais qui me semble bon de devoir rappeler, c'est d'être un baromètre régional. Pourquoi je dis ça? Parce que la France est un pays très centralisé qui a construit son appareil statistique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au fond, sans beaucoup investir dans les données locales ou régionales, ce qui est assez différent de ce qui se fait dans des pays qui sont des pays beaucoup plus décentralisés. Prenez l'Espagne ou l'Allemagne, bien évidemment, ou les États-Unis. Dans tous ces pays-là, vous avez un appareil statistique au niveau local qui est très développé. Ça n'est pas le cas en France, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été amenés, et l'Ordre des experts comptables de la région, PACA, a été amené à développer ce type d'outils. Donc ce caractère local lui confère une première singularité. La deuxième singularité, c'est que ces statistiques portent sur les PME. Et comme vous le savez, le sujet des PME en France est central à deux titres. Le premier titre, c'est que nous sommes un pays de PME, ce qui là encore nous différencie de certains de nos voisins. Si vous prenez l'Allemagne, par exemple, vous savez tous que la taille moyenne des entreprises allemandes est beaucoup plus importante que la taille moyenne des entreprises françaises. La deuxième caractéristique de l'économie française, eu égard à cette taille et au sujet des PME, c'est le fait que l'un des grands objectifs, à juste titre, de la politique économique, des politiques publiques, c'est d'essayer de faire grandir ces PME. Et vous allez le voir quand on va entrer dans le détail d'un certain nombre de chiffres. Je pense que c'est une entreprise qui est absolument un objectif qui est tout à fait légitime, parce que en France, et c'est, je trouve, encore plus vrai dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui me chagrine jour après jour, c'est que nous avons un vrai moteur productif qui est performant, mais il est petit. Et en France, nous faisons beaucoup trop de petites choses. Alors moi, ça ne me va pas à titre personnel parce que je préfère les grandes choses aux petites choses. Mais, de façon plus générale, ça pose de vrais problèmes de politique économique. Parce que
les entreprises qui créent beaucoup d'emplois, par exemple, eh bien, ce sont les entreprises qui grandissent et qui grandissent rapidement. Et ce ne sont pas les toutes petites entreprises. Si on veut créer de l'emploi de façon massive, il faut avoir des entreprises dont le chiffre d'affaires passe très rapidement de 500 000 à 1 million d'euros, de 1 million d'euros à 5 millions d'euros, de 5 millions d'euros à 20 ou 30 millions d'euros ou plus. Et ça, en France, on a beaucoup de mal à le faire. Et dans votre région, on a beaucoup de mal à le faire. Et je trouve que c'est très intéressant d'aborder ces problématiques avec une vision locale parce qu'il existe des outils de politique économique qui peuvent être mobilisés au niveau local, ce qui n'est pas vrai sur tous les sujets. Beaucoup de sujets en France, et je le déplore d'ailleurs, parce que je suis profondément décentralisateur, mais il y a beaucoup de sujets en France dont les solutions sont des solutions législatives, des solutions réglementaires, ou plutôt déréglementaires et délégislatives. Je crois que vous avez employé le mot libéral me concernant. Je l'achète volontiers et je l'assume avec joie. On n'a certainement pas besoin de plus de réglementation et de plus de lois, mais voilà, ça, ce sont des sujets qui peuvent se traiter, en tout cas en France, qu'au niveau national. La question de la taille des entreprises, la question de l'innovation, la question des exportations peut se traiter, en tout cas partiellement, je vous dirai bien évidemment comment, mais ça peut se traiter en partie au niveau local. Alors, je vous propose d'entrer un petit peu plus dans le détail de ces résultats et de ce baromètre qui a été préparé par la personne chez Asterès qui s'en occupe, qui s'appelle Hélène Timochkine, qui était venue l'année dernière. Je le disais il y a quelques instants, le principal enseignement que j'en tire, ces chiffres portent sur 2015 et sur les 2 premiers trimestres de l'année 2016, le principal enseignement que j'en tire, c'est qu'il existe un véritable moteur de l'économie locale, mais que ce moteur n'arrive pas à irriguer suffisamment. Et vous allez voir que c'est un point qui est particulièrement net quand on regarde les chiffres de l'investissement, quand on regarde les chiffres de l'exportation. On voit bien que la région PACA, elle est très en deçà de son potentiel parce qu'elle a un potentiel qui est extraordinaire. Et je ne le dis pas par bien-pensance, je le dis parce que c'est vrai. Il y a une position géographique qui est très sympathique. Historiquement, les villes de bord de mer, les villes portuaires, les régions de bord de mer, les régions qui incluent des villes portuaires. Fernand Braudel, tiens, il y a eu un reportage il y a quelques jours sur Fernand Braudel sur France 3. Fernand Braudel avait très bien montré que ces villes, spontanément, ces régions, ces territoires se développaient plus vite que les autres. On a un niveau d'infrastructure qui est quand même assez exceptionnel dans la région. Ceux qui voyagent le savent bien. On a une population qui augmente. Bref, on a vraiment un socle qui, d'ailleurs, délivre des résultats, puisque les créations d'entreprises, de start-up, y compris dans les secteurs liés aux nouvelles technologies, là aussi j'en parlerai un tout petit peu plus tard, ces créations de start-up sont très dynamiques. Mais tous ces atouts, on ne les voit pas encore suffisamment clairement dans les données macroéconomiques. Alors si je commence par faire un bilan rapide sur l'année 2015, l'année 2015 dans la région, elle a été au regard, globalement, de ce que l'on a pu observer dans la France prise dans son ensemble. Et ce que je dis est vrai aussi bien en ce qui concerne l'activité, mesuré ici par le chiffre d'affaires, qui est lui-même issu des déclarations des entreprises auprès des experts comptables. C'est vrai au niveau du chiffre d'affaires, c'est vrai aussi au niveau de l'investissement. Le chiffre d'affaires n'a pas été très dynamique, plus 3%. Si vous considérez qu'on a une inflation qui est de l'ordre de 1,5%, ça veut dire que la moitié de ces 3% sont liés à des augmentations de prix, l'autre moitié est liée à des augmentations de volume. Ça, je dirais que c'est à peu près conforme à ce que l'on voit dans l'économie française. La question de la baisse de l'investissement, et là, j'insisterai là-dessus dans un instant parce que c'est central. On le voit en France, on le voit dans la région. Et ça, pour moi, c'est l'un des enjeux de politique publique qui doit être absolument prioritaire. Parce que ça n'est pas possible, dans des périodes comme les périodes que nous connaissons aujourd'hui, qui plus est avec une politique économique, le fameux suramortissement macro, qui a plutôt aidé l'investissement. C'est pas possible d'avoir des chiffres comme ça. Enfin, c'est pas possible.
tout à fait possible puisqu'on les a, mais en tout cas, c'est un frein à la croissance économique future du territoire. Et oui, parce que l'investissement, ça n'est pas simplement de l'extension de capacité de production. L'investissement, c'est aussi du renouvellement du capital. Et le renouvellement du capital, aujourd'hui, c'est central parce qu'on connaît une phase de mutation technologique qui, à mon avis, est sans précédent. On peut peut-être retourner au 19e siècle, voire à la Renaissance, pour retrouver un tel rythme de progrès technique. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que l'on avait connu, nous, pendant nos vies professionnelles. Il est clair que ce que nous vivons aujourd'hui, en termes technologiques, est tout à fait inédit. Et donc, ça, spontanément, ça devrait générer un renouvellement des équipements des entreprises qui soit extrêmement rapide. Et ces chiffres d'investissement signifient que le capital des entreprises ne se renouvelle pas suffisamment. Ça veut dire que les entreprises françaises vont vieillir et nous avons déjà un certain nombre de problèmes de compétitivité qui se traduisent aussi bien en France que dans la région PACA par des performances d'exportation qui sont décevantes. Si on n'arrive pas à faire redémarrer l'investissement, ces performances vont continuer de se dégrader ces prochaines années. Je note aussi la question des marges commerciales. On voit que les marges n'ont pas bougé d'une année sur l'autre, ce qui là encore pose une question, et j'y reviendrai, puisque la première source de financement de l'investissement, c'est quand même les profits qui ont été réalisés. Alors, si vous regardez la contribution à l'évolution des principaux indicateurs que je viens de présenter par tranche de chiffre d'affaires, ce que vous voyez, c'est quelque chose que l'on va retrouver tout au long du document, et ça fait écho à un point que j'évoquais tout à l'heure. Ce que l'on voit finalement, c'est que la contribution des toutes petites entreprises est absolument marginale, ce qui pourrait ne pas être le cas du point de vue théorique. Vous pouvez avoir de petites entreprises qui connaissent une telle croissance que cette croissance se répercute et se voit sur les indicateurs macroéconomiques. La contribution, c'est le produit de la croissance par la taille. Donc, vous pouvez être de petite taille, mais contribuer si vous avez une très forte croissance. Ce n'est pas ce qu'on observe. Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que les petites entreprises dans la région restent petites. Ce n'est pas grave d'avoir des petites entreprises, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez que ce qui est petit, la normalité, c'est que ce qui est petit devienne grand en économie. Là, ce n'est pas ce que l'on observe du point de vue économique, et c'est ça aussi qui explique les chiffres décevants de l'investissement et des exportations. Alors, si maintenant je fais un focus plus conjoncturel et que je regarde ce qui s'est passé au premier trimestre de cette année et au deuxième trimestre de cette année. Alors, pour recadrer toujours dans l'économie française, bon, les chiffres de croissance au niveau national ont été très médiatisés, vous les connaissez tous. Vous savez que l'économie française avait bien démarré l'année 2016 avec un taux de croissance relativement important au premier trimestre, et on a eu un coup d'arrêt à la croissance au deuxième trimestre. Attention, ces chiffres qui sont très commentés par la presse sont des chiffres d'un trimestre sur l'autre, mais si vous regardez, comme on le fait ici pour prendre un petit peu de recul, des chiffres d'une année sur l'autre, c'est-à-dire si vous comparez non pas seulement le premier trimestre par rapport au quatrième trimestre, non pas seulement le deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, mais le premier trimestre 2016 par rapport au premier trimestre 2015, le deuxième trimestre 2016 par rapport au deuxième trimestre 2015, vous voyez qu'on reste bien en croissance. Une croissance qui est moins forte, mais on reste bien en croissance. Et ce que l'on voit au niveau national, on le voit dans la région de façon plus accentuée. Mais ce n'est pas très grave, parce que le deuxième trimestre de l'année 2016 a été un trimestre particulier, au moins quant à deux aspects. Le premier aspect, c'est tout simplement, et ça c'est très clair dans votre région, que les attentats de l'hiver ont eu des répercussions négatives sur un certain nombre de secteurs, et en particulier sur le secteur du tourisme. Alors là, dans la région, les choses se sont bien évidemment pas arrangées depuis. Le deuxième élément, c'est que le deuxième trimestre a été un trimestre où le nombre de jours de grève a été très important. Et le nombre de jours de grève, ça pèse toujours un peu sur l'économie. Alors, pas à long terme,
parce que finalement, on se rend compte que les entreprises sont très résilientes et qu'elles savent bien, surtout en France, elles ont une courbe d'expérience en termes de conflits sociaux qui est assez riche. Et donc, elles savent bien rattraper l'activité d'un trimestre sur l'autre. Mais bon, quand vous avez beaucoup de grèves, ça gêne l'activité sur le coup, sur le moment. Et donc là, ça a gêné l'activité au deuxième trimestre. Donc, je vous le disais, il ne faut pas paniquer. Quand on regarde les chiffres du deuxième trimestre, on reste en croissance un peu moins forte, mais ça s'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que la France et la région PACA restent dans une situation de reprise, d'accélération de l'activité tendanciellement. On peut y mettre toutes les nuances qu'on souhaite. On peut considérer que cette reprise est trop faible, qu'elle est trop lente, mais quand le président de la République dit « ça va mieux », il a factuellement raison. Ça va mieux. Je ne dis pas ça pour le défendre, je dis ça pour être extrêmement précis. Il aurait dit « ça va bien », je me serais peut-être permis d'introduire des nuances. Mais ça va mieux, non, ça va mieux. On peut le dire d'autant plus tranquillement qu'on sort d'une période où objectivement ça allait mal. Donc les chiffres globaux s'améliorent. Si ces chiffres s'améliorent, et ça je peux le dire pour votre région par déduction, puisque les chiffres d'exportation ne sont pas bons, puisque les chiffres d'investissement ne sont pas bons, ça veut dire que les ménages consomment. Ça veut dire qu'on a un socle de consommation qui, notamment dans la région PACA, reste quelque chose qui continue de soutenir l'économie locale. Le graphique qui m'inquiète le plus sur cette slide, c'est, vous vous en doutez, le graphique de l'investissement. Parce qu'on voit que, certes, on a eu, notamment à cheval sur la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016, une progression de l'investissement. Enfin, il faut bien voir qu'on avait des dispositifs de politique économique, et vous connaissez ça bien évidemment bien mieux que moi, qui étaient très favorables à la relance de l'investissement. Alors, ça a un peu fonctionné, mais ce qui me chagrine, c'est que l'investissement a très vite rebaissé. Ça veut dire que ce surinvestissement Macron, notamment, qui est un dispositif que j'ai soutenu en son temps, mais il n'a rien fait d'autre que d'avancer de l'investissement dans le temps. Il n'a pas élevé structurellement le niveau de l'investissement, il l'a avancé dans le temps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on serait dans les années 90, sans mutation très importante. Je vous aurais dit, bon, écoutez, tout ceci finira bien par repartir, et puis c'est pas très grave, la croissance, elle repose sur la consommation, le débat est clos. Mais justement, on n'est pas dans les années 90. On est vraiment dans une période d'innovation schumpeterienne extrêmement forte. Et ne pas avoir d'investissement, alors qu'on a eu des dispositifs fiscaux intéressants, alors que les taux d'intérêt sont à des niveaux que l'on ne retrouvera plus pendant des décennies. On a des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont proches de zéro. Vous avez même vu que vous avez aujourd'hui une très grande entreprise pharmaceutique qui a réussi à se faire payer pour emprunter, ce que font déjà un certain nombre d'États, ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs. Vous voyez de grandes entreprises, alors ça ne concerne pas notre baromètre, qui est un baromètre de PME, mais vous avez de grandes entreprises qui réussissent à bénéficier de taux d'intérêt négatifs. Donc, légère reprise de l'économie, taux d'intérêt extrêmement faible, des dispositifs fiscaux, l'investissement ne repart pas. Là, il faut vraiment, et j'y reviendrai dans un instant, qu'on se pose de vraies questions parce que c'est quelque chose qui est inquiétant. Alors, j'introduis quand même une nuance. J'introduis une nuance pour être parfaitement complet et rigoureux. L'investissement industriel se porte plutôt bien. En tout cas, il est en progression. Et ça, c'est vraiment un point saillant du baromètre, dont vous retrouverez les détails dans les pages qui concernent l'investissement. En revanche, l'investissement dans les services aux entreprises, l'investissement public, l'investissement dans les espaces commerciaux, toutes ces parties non industrielles de l'investissement sont fortement en baisse. Et c'est un sujet. On a tendance à considérer que l'investissement, c'est avant tout de l'investissement industriel. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'investissement industriel, c'est un tiers de l'investissement global. Donc c'est très important. Mais aujourd'hui, la mutation à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, elle touche aussi le commerce. Le commerce fait aussi partie des
des secteurs qui connaissent un très grand renouvellement, et pas seulement en raison du commerce en ligne, mais en raison des nouvelles expériences que peuvent faire les clients. Et vous avez de nouveaux concepts qui émergent et qui nécessitent qu'on mette un peu d'argent et qu'on investisse du capital. Il y a un point positif, c'est la question de l'emploi. L'emploi augmente relativement rapidement dans la région PACA. Et j'y vois deux explications. La première explication, c'est qu'on a un niveau de taux de chômage dans la région qui est élevé, qui est plus élevé que le taux de chômage national, de l'ordre de 1 point à peu près, un point de plus. Et donc, quasiment mécaniquement, quand on part de plus haut en termes de chômage, le chômage a tendance à se réduire un petit peu plus rapidement. Mais c'est un effet mécanique, mais qui est quand même hautement souhaitable. La deuxième chose, c'est que ce que l'on voit au niveau national et dans la région, et ça c'est très important parce que ça fait partie des évolutions positives de notre pays ces dernières années, c'est le fait que la croissance s'est fortement enrichie en emploi. Très schématiquement, les économistes, vous avez déjà entendu ce type de déclaration à la radio ou à la télévision, expliquaient qu'il fallait 1,5% de croissance, grosso modo, pour que les entreprises recommencent à créer des emplois. Je parle du secteur privé, hein, bien évidemment, c'est-à-dire pour qu'on ait plus de création de nouveaux emplois que de destruction d'anciens emplois. Grâce aux politiques qui ont été menées ces dernières années, CICE, pacte de responsabilité et prime pour l'embauche, on a fait passer ce chiffre de 1,5% à 1%. Et ce qui est très intéressant dans ces chiffres issus de votre baromètre, c'est le fait que ce qui est vrai au niveau national est vrai au niveau régional. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup moins de croissance. 0,5 points de différence, c'est pas rien, ça fait une vraie différence. On a besoin de beaucoup moins de croissance pour faire redémarrer l'emploi. Alors là encore, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On est en droit de faire une vraie différence entre le « c'est mieux » ou le « c'est bien ». Il reste énormément de choses à faire dans le domaine de l'emploi, mais le fait est qu'on a une véritable amélioration. Ça ne change pas le taux de chômage structurel. Le taux de chômage structurel, c'est celui qui ne dépend pas de l'activité économique. Au niveau national, il reste toujours aux alentours de 7-8%, ce qui veut dire qu'au niveau régional, il doit rester aux alentours de 8-9%. Donc si on ne fait pas de réforme du marché du travail, du contrat de travail, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, des indemnisations chômage, tout ce que vous voulez, même en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, votre taux de chômage, il va diminuer. Alors, il va diminuer relativement rapidement si on a de l'activité économique, puisque pour la raison que je viens de souligner, c'est-à-dire que la croissance s'est enrichie en emploi, mais on va buter. On va buter sur un plancher qui sera très haut, qui sera à 8 ou 9%. Donc, c'est évidemment une situation qui n'est pas souhaitable. Mais en tout cas, on voit que dans ce domaine-là, on a engagé une direction qui est la bonne. Chiffre d'affaires par taille d'entreprise, investissement par taille d'entreprise, exportation par taille d'entreprise. C'est clair. J'y faisais allusion il y a quelques instants. Vous avez une relation entre la performance, c'est-à-dire entre la croissance pour chacun de ces items, et la taille des entreprises. Ce qui, là encore, n'est pas forcément évident. Vous pourriez vous dire, après tout, plus c'est petit, plus ça croît. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas comme ça que ça fonctionne, parce que dans un contexte de mutation comme le contexte actuel, si vous voulez faire de bons investissements, si vous voulez être en capacité d'exporter, il faut avoir atteint une certaine taille. La question des exportations est quand même centrale pour votre région, parce que, vu à la fois votre situation géographique et les partenaires commerciaux de la région, qui ne sont pas, en proportion du PIB, les mêmes que les partenaires commerciaux du pays. On a notamment dans votre région une surreprésentation des pays qui n'appartiennent pas à la zone euro, ce qui est très intéressant. Très intéressant pour deux raisons. La première raison, c'est que ce sont des pays qui connaissent une croissance relativement forte. Parler avec Mohamed du Maroc, par exemple. Alors, le Maroc a une croissance qui a un peu ralenti ces derniers trimestres, mais ça reste un pays qui est un pays en phase de développement très net. Le deuxième intérêt de faire du commerce avec des pays qui n'appartiennent pas à la zone euro, c'est tout simplement le fait que l'euro, depuis quelques années, a eu tendance à se déprécier par rapport au dollar. Il est un peu remonté, il n'est pas assez
plus bas historique, mais on est passé structurellement de 1,40 à 50 à 1,15. Donc on a eu 1 euro pour 15 $. Donc on a bien eu une dépréciation qui a considérablement, toutes choses égales par ailleurs bien évidemment, mais qui a considérablement diminué le prix au fond, puisque c'est de cela dont il s'agit, le prix des exportations françaises vers les pays tiers, les pays hors zone euro. Et donc on devrait avoir des exportations qui explosent. Ça n'est pas le cas. Pourquoi ça n'est pas le cas ? Pour une raison qui est extrêmement simple, c'est qu'on n'a pas assez d'entreprises exportatrices. Pourquoi on n'a pas assez d'entreprises exportatrices ? Pas pour des raisons qui sont liées à la structure sectorielle de la région, mais parce qu'on a des entreprises qui n'ont pas justement passé ce seuil qui leur permettent d'exporter. Moi je dis toujours, exporter c'est comme passer le bac. C'est-à-dire que ça change quand même les choses, quoi. C'est une entreprise qui exporte. Une fois qu'elle est lancée, ça accélère sa croissance. Et ça, toutes les études qui sont faites sur des panels d'entreprises montrent bien que les entreprises qui exportent, quand vous exportez, vous changez de nature. C'est vraiment un changement de nature pour une entreprise, hein. Ce n'est pas simplement vendre plus. C'est vraiment faire autre chose. Vous avez des entreprises qui sont beaucoup plus pérennes, mais pour faire ça, il faut une certaine taille. Dernier point régional sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a deux secteurs qui sortent un petit peu de la moyenne. L'un en bien, l'un en mal. En mal, c'est bien évidemment le tourisme, hein, j'en parlais il y a quelques instants et on comprend pourquoi. En même temps, ça rappelle notamment aux élus locaux qu'il ne faut jamais miser sur une spécialisation sectorielle trop importante pour un territoire. Parce que vous pouvez toujours avoir un choc exogène, vous pouvez avoir une catastrophe naturelle, vous pouvez avoir des attentats, c'est ce qu'on a connu en France. Et donc ça déstabilise très fortement certains secteurs. Et si vous avez une économie qui dépend de certains secteurs, je veux dire, ce que je dis là n'est pas théorique. Je vais prendre un exemple qui n'est pas dans votre région, mais vous prenez une ville comme La Baule, par exemple. J'ai travaillé pour cette ville en particulier. Les revenus de La Baule sont liés à 90% au tourisme. Et j'imagine qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a des villes qui se situent dans une configuration analogue à celle de La Baule. Donc ça, il faut être très vigilant par rapport à ça. Il faut toujours avoir en tête qu'une bonne économie, c'est une économie qui, du point de vue sectoriel, est diversifiée. Le secteur qui ressort en bien, c'est le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment connaît une vraie reprise. Alors on part de très 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 bas. On n'est bien évidemment pas du tout revenu sur les niveaux qui étaient les niveaux d'avant 2008. Le secteur du bâtiment avait beaucoup cru pendant les années 2000. Il a atteint un niveau très élevé en termes de chiffre d'affaires, en termes de production, en termes d'emploi, juste au moment du déclenchement de la crise de 2008. Et ensuite, il a connu une récession extrêmement forte qui a duré très longtemps. Et on voit très clairement, en particulier dans votre région, que les choses s'améliorent, peut-être plus d'ailleurs dans le bâtiment que dans le travaux publics. On a en général tendance à agréger les statistiques. On voit que les choses commencent à s'améliorer dans les travaux publics, mais enfin, vous connaissez la situation financière des collectivités locales. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'investissement aujourd'hui dans les infrastructures publiques, ce qui est aussi un vrai sujet, mais on voit que le secteur du bâtiment commence à se reprendre un petit peu, notamment parce que les conditions financières sont très attractives. Il me reste 4 minutes et je vous avais promis de vous soumettre quelques messages un peu plus généraux, mais qui sont très liés à tout ce dont on vient de parler. On connaît une mutation aujourd'hui qui est absolument extraordinaire. On connaît une mutation technique, économique, qui est absolument formidable. On voit plein de nouveaux secteurs qui sont en train d'émerger. Et je ne parle pas du numérique. Le numérique, c'est la base, c'est l'infrastructure technologique de ce que l'on est en train de voir. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, c'est la génétique, c'est la biologie moléculaire. Ce sont toutes ces innovations, du séquençage du génome à la voiture autonome, au renouveau de l'exploration spatiale, qui sont en train de reconfigurer complètement notre économie. Cette phase de mutation, ce serait dommage de la louper. Et en France, on est bien parti pour la louper. Et pourquoi on est bien parti pour la louper ? Parce que quand j'en parle, personne ne me croit. Et c'est ça le sujet.
Le sujet, c'est que dans notre pays, et c'est vrai dans une moindre mesure d'ailleurs dans le reste de l'Europe, mais c'est particulièrement accentué en France, une grande partie de l'opinion publique et même une partie des dirigeants d'entreprise ont démissionné par rapport à la question de la croissance. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y aura plus de croissance et il n'y aura plus d'emploi. Ce qui est complètement faux. On a aujourd'hui beaucoup de pays qui connaissent de la croissance, on a beaucoup de pays qui sont au plein emploi autour de nous, les Pays-Bas, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche. D'ailleurs, vous avez tout type de pays là-dedans. Je cite à dessein ces pays parce que certains sont dans la zone euro, certains n'y sont pas, certains sont dans l'Union européenne, certains n'y sont pas, certains sont un peu entre deux, on ne sait pas trop, mais on voit bien d'ailleurs que l'appartenance à la zone euro, à l'Union européenne, n'est pas du tout un critère discriminant dans la performance économique d'un pays. Et franchement, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a vu, votre rôle à vous, c'est aussi de faire comprendre que cette période de mutation, elle peut générer beaucoup de richesses. Et moi, j'ai deux propositions à vous faire. J'ai une proposition opérationnelle et une proposition un peu plus abstraite, mais qui, à mon avis, peut avoir des conséquences très opérationnelles. On ne peut pas tout faire au niveau local. Mais on sait très bien qu'il y a un type de politique qui fonctionne bien, c'est la clusterisation, la mise en réseau. Mais la clusterisation, ce n'est pas comme on l'a cru longtemps, mettre sur un même territoire des entreprises qui sont dans le même secteur. C'est peut-être ce qu'on n'a pas tout à fait réussi avec les pôles de compétitivité. Je le fais remarquer ici, puisque la région PACA est une région qui compte un très grand nombre de pôles de compétitivité. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que les pôles de compétitivité ne fonctionnent pas. Je trouve qu'on a eu complètement raison de faire ça. On vient d'en fêter les 10 ans et la plupart fonctionnent très bien. Simplement, ce que l'on voit aussi, c'est que les pôles de compétitivité, c'était bien des pôles de compétitivité. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas seulement de faire de la recherche, mais c'était bien de dynamiser très fortement les exportations d'un territoire. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas pas suffisamment, ou ça met trop de temps. Et l'erreur qu'on a peut-être pu commettre, c'est qu'on s'est dit qu'en mettant des entreprises d'un même secteur sur un même territoire, ça allait suffire. Et en fait, on se rend compte que non. Il faut mettre des entreprises qui ont des intérêts communs sur un même territoire. Et notamment, il faut que l'on arrive absolument à mélanger les grandes entreprises et les start-up. Les grandes entreprises, elles ont la puissance, elles ont l'argent, elles ont les capacités marketing, elles ont des forces commerciales, elles ont l'organisation, c'est génial. Les start-up, elles font des trucs nouveaux que les grandes entreprises ne savent pas faire. C'est génial. Mais il faut organiser la rencontre entre les deux. Et ça, c'est une politique. Parce que ça s'organise. Ça ne se fait pas soi-même. Ça ne se fait pas tout seul. Même quand une grande entreprise rachète une start-up, ce que l'on observe, c'est que soit la bureaucratie de la grande entreprise tue l'innovation de la start-up, 40% des cas, soit la start-up reste hyper innovante, mais finalement, elle reste un peu en dehors de l'entreprise. Elle est juridiquement dans l'entreprise, mais il n'y a pas vraiment d'interaction, 40% des cas. Reste 20% des cas où ça fonctionne bien. Mais ce 20% des cas, il faut que ça devienne 80% des cas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment créer des interactions. Et ça passe par quelque chose qui est très bête et que l'on peut faire partout. Ça passe par le fait de les mélanger physiquement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment mettre ensemble des entreprises qui ont des intérêts communs, qui doivent faire appel à un certain nombre de ressources, qui sont des ressources qu'elles pourront aller chercher en commun. Et ça, c'est vraiment la clusterisation telle qu'on doit l'imaginer aujourd'hui. Puis le message un peu plus abstrait, mais je ne crois pas, et je termine par ça, que je voulais vous faire passer, c'est que je voudrais qu'on arrête de parler d'innovation. J'ai sorti aujourd'hui un livre qui s'appelle « L'innovation sauvera le monde ». Et je vous propose d'arrêter de parler d'innovation. Parce que l'innovation, ce n'est pas différenciant. Tout le monde en parle. Toutes les entreprises en parlent, tous les gouvernements en parlent, toutes les régions en parlent. Tout le monde fait des politiques d'innovation, mise sur l'innovation. C'est génial. C'est super. Mais l'innovation, c'est neutre en soi. L'innovation, c'est un phénomène de destruction créatrice. Vous faites des nouvelles choses, il y a d'anciennes choses qui disparaissent. Moi, je crois qu'il faut qu'on réhabilite une notion. C'est la notion de progrès. Et vous pouvez le faire. Parce que dans votre région, il y a beaucoup de start-up qui sont dans le domaine du développement durable. Il y a beaucoup de start-up qui sont dans le domaine de la santé. Je prends ces deux exemples parce que développement durable et santé, ce n'est pas que de l'innovation. C'est de l'innovation, bien évidemment, mais c'est de l'innovation qui améliore le monde. Et ça, l'innovation qui améliore le monde, c'est le progrès. Et si on réussit à faire comprendre à nos concitoyens, et je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire au niveau régional que de le faire au niveau national, si on arrive à faire comprendre à nos concitoyens que l'innovation
elle-même liée à une bonne politique économique, avec des bons systèmes de formation, avec une économie flexible, ça permet de retrouver, de redonner du contenu concret à cette notion de progrès. Je pense que l'état d'esprit dans notre pays va considérablement s'améliorer. Terminé.